Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien pour la reprise de cette petite matinale du Wargame avec un vrai focus sur Warhammer Age of Sigmar. Ça fait quelques petits, ça fait un peu plus d'une semaine que j'ai pas pu justement lancer la matinale. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Et pour qu'il n'y ait pas trop de questions, j'ai tout simplement mis directement en haut en fait ce qu'on va faire ce matin. C'est-à-dire ça va être la découverte de la V4 de Warhammer Age of Sigmar de 10h10 à peu près jusqu'à 10h45. Tout simplement pour pouvoir justement regarder ce que Game Workshop a fait pendant la nuit, voir ce qu'ils vont faire la prochaine nuit, puisqu'ils comme en ce moment ils sont à Dallas, on est basé sur le créneau, enfin sur le fuseau horaire américain. Et donc à 10h45, je vous parlerai de l'expérience que j'ai pu avoir, puisque, alors je n'ai pas le droit de dire quand et où, certains au niveau des réseaux sociaux peuvent aller regarder justement les différents déplacements que j'ai pu faire ces derniers mois pour justement débriefer du test de cette 4e édition de Warhammer Age of Sigmar. Vous allez voir que le test il a été réalisé en 2 parties, une partie Spearhead qui est le format qui a été mis en avant hier soir. Ce matin, ma clause de non-divulgation d'informations, en tout cas pour cette partie, a en partie sauté, je vais donc pouvoir vous en parler, et pour la partie on va dire match play, je vais un petit peu plus burner au format de 2000 points, là pour le coup je pourrais vous en parler mais plus tard dans le mois. Donc voilà, franchement c'est trop cool, je trouve que c'est peut-être la première fois où je trouve que Game Workshop, pour un lancement de nouvelle édition, ne fait pas d'erreur. Et au contraire, fait ça même plutôt bien avec des moyens qui sont colossaux. Je sais pas si vous avez vu, hier, Game Workshop a fait tester le jeu en direct par des catcheurs pro. Alors, certains se diront ils sont complètement cons, mais en tout cas, on s'en fiche. Ils sont là pour faire de la com, ils sont là pour faire du buzz. Et bon Dieu, qu'est-ce que le jeu, il est bon. Et ça fait des semaines que j'ai envie de vous en parler. Le jeu, il est oufissime. Le format Spearhead, c'est une grosse hype. Donc vraiment, vous allez voir, cette V4, elle va être excellente. En tout cas, le moteur de règles de cette 4e édition et l'approche pour l'instant que Game Workshop en a est vraiment excellent, donc ça va être trop cool. Pour les personnes, et j'ai vu au niveau du chat pendant le temps d'attente qu'il y a des personnes qui n'avaient pas encore regardé la reveal de Game Workshop, peut-être pour qu'on le fasse ensemble, et franchement, moi c'est pareil. Alors, je vais pas vous mentir, j'ai vu bien évidemment la boîte il y a quelques temps. De cette 4e édition, j'ai pu la tester, j'ai pu tester les produits à l'intérieur, que ce soit les figurines bien sûr, ou alors aussi les règles. Bref, on va débriefer tout ça, ça sera à 10h45. Avant ça, on va aussi regarder donc les différents projets, comme je vous le disais, de FWS ces derniers temps. Truc très cool. Alors, je sais pas si vous vous rappelez, en mai 2022, oh c'est rigolo, on est un peu sur la même période, j'avais été invité par Game Workshop pour aller à Warhammer World et en fait faire le lancement de l'Horus Heresy nouvelle édition. Et moi c'était ma première fois à Warhammer World, ça a été une expérience de ouf, c'est vraiment la mecque de la figurine, et au-delà de l'aspect commercial, c'est assez intéressant puisqu'en fait, ils arrivent vraiment en fait à redorer le blason du plastique et de la résine, et même finalement pour du Forge World, alors que je suis pas tellement friand de Forge World, ils arrivent en fait à faire en sorte qu'on respecte le produit, qu'on respecte leur résine, parce que les figurines sont vraiment bien mises en avant, même à l'état de résine, c'est vraiment cool. Et j'avais craqué, j'avais acheté du matériel qui était spécialisé là-bas, et en fait, en gros, c'était ce kit ici. Donc en fait, vous avez le Rhino Commander et le Land Raider Commander. Et en gros, c'est tout simplement des figurines qu'on a habituellement, avec une grappe qui va changer un petit peu, sur lequel vous allez avoir tout le matériel pour pouvoir le customiser, et ainsi de suite. À l'époque, en fait, ça, c'était il y a 2 éditions, c'est-à-dire que ça a été couvert pendant la V8 et la V9 de Warhammer 40 000, et ils avaient leurs propres règles. Alors c'était du légende, mais il y avait les propres règles. Là, ce qui est assez cool, c'est que même le prix, on est à 80 pounds pour un Land Raider et un Rhino, ce qui est beaucoup moins cher que ce qu'on a en France. Donc même ça, déjà, c'est vraiment très cool. Et j'ai peint pour le rapport de bataille de ce début de semaine, qui pour vous sortira lundi, ce Land Raider Commander. Alors je le joue en Redeemer, donc il ne sera pas WYSIWYG, parce qu'il est tellement beau que j'avais pas envie de le dénaturer en mettant les vraies armes dessus. Donc voilà, ça vous le verrez lundi. Ça a été peint donc la semaine dernière, tout comme des agresseurs, plein d'autres petites figurines. Et là où pour le coup j'ai vraiment mis un énorme coup de collier, c'est pour la partie custodes du studio qui est juste derrière moi. Déjà, c'est que pour pas me prendre la tête sur cette armée là, je vais utiliser en fait des socles tout faits pré-imprimés. Donc là en l'occurrence on est juste sur du marbre, hein. En fait en gros il suffit de le coller. Ça se présente sous différentes formes. En fait, c'est des feuilles comme ça que vous allez avoir, soit prédécoupées, où vous allez tout simplement les dégrafer et les coller directement aux bonnes tailles des socles, puisque c'est déjà prédécoupé pour du Warhammer, 32 mm, 28 mm, 40 mm, 50 mm, et ainsi de suite, soit directement en fait vraiment sur du papier comme ça que vous allez pouvoir coller vous-même, et c'est vraiment cool. Donc là, c'est du Mick Jimenez, c'est une marque qui a été créée à la base pour le modélisme, et franchement, c'est très cool. Je vous en parlerai un petit peu plus dans ces prochaines semaines de ce genre de produit, pour vous montrer un petit peu, c'est vraiment super simple à utiliser. Là, j'ai pas de lampe au-dessus de moi, hein, donc vraiment, on est sur de la lumière qui est pas particulièrement flatteuse pour ça. Là par exemple c'est déjà prédécoupé sur du j'imagine 28 mm, 28 mm je pense, et, ou 25 mm.
Moi, je dirais plutôt 28. Et regardez, ça marche parfaitement, ça fit parfaitement. Et ça me permet de vous montrer aussi. Donc, bien évidemment, on avait déjà une partie de l'armée Custodes. Alors, on avait 15-20 figurines. Là, le but, ça a été aussi justement de monter et de peindre. Alors, j'ai dit on, mais c'est moi qui vraiment l'a fait, puisque les monteurs sont à 100%. On vous prépare des semaines de ouf à base de 3 vidéos en fait dans la semaine. Rapport de bataille 40K le lundi, rapport de bataille AOS le mercredi. Et autres vidéos, codex review ou autres jeux type Seigneur des Anneaux et ainsi de suite le samedi. Là, vous allez voir, dans les dernières semaines où on fait, justement de l'AOS V3. Il nous reste encore 2 rapports de bataille et après justement on fera un petit break en attendant, même pour nous, pour préparer la V4. Et donc en fait sur quasiment tout le mois de juin vous allez avoir 2 rapports de bataille lundi, mercredi de Warhammer 40 000. Là par exemple c'est samedi, donc demain vous avez la review du Codex TO et samedi prochain vous avez, un rapport de bataille sur le Seigneur des Anneaux avec Stan, donc Gondor, elfe de Thranduil. Voilà, et donc pour vous montrer un petit peu le schéma de couleurs que j'ai choisi pour les Custodes, donc ça va être schéma or mais avec de l'or relativement contrasté, vous le voyez avec un petit peu de marron dedans. Donc là on est sur des whips bien évidemment, mais c'est juste pour vous montrer mes petites sœurs du silence. J'en ai à peu près une quarantaine qui ont été faits. J'ai séparé les escouades en fait pour avoir des escouades full cap avec de la fourrure, ou alors tout simplement escouade full avec les drapés, où là pour le coup je me suis vraiment fait plaisir. Alors c'est très simple, hein, il y a que 2 couleurs là, c'est rouge et ombré au violet, et à la limite je passe un petit shade de noir uniquement dans certains creux pour justement avoir cet aspect flatteur au niveau des capes. Je pourrais vous montrer un petit peu aussi justement comment est-ce que j'obtiens ce schéma, que ce soit sur l'or et ses différents reflets qu'on va avoir dessus, sur l'aspect un petit peu travaillé, où on est en fait sur un éclat très patiné sur le dessus et un petit peu marronné sur le dessous. Puis derrière j'ai aussi tout plein de figurines Custodes, où là vous voyez un petit peu plus justement l'or, en tout cas comment est-ce qu'il réagit aux différentes caméras par rapport aux lumières, et on voit justement des parties marron, des parties un petit peu plus claires. Alors les tutos pour la cape, non j'insiste, c'est vraiment très très simple, hein. C'est vraiment quelques minutes par cape, pas plus. Donc voilà, en tout cas pour l'actualité de la peinture qu'il y a. Il y a aussi bien évidemment plein de trucs qui ont avancé sur du Shatterpoint. Enfin, c'est plutôt, on est vraiment sur du whip, sur le fait que là j'ai avancé quasiment tous les véhicules aussi pour les Dark Angel au même niveau de peinture. Donc voilà, tout va aller beaucoup plus vite. Et bien évidemment aussi mon petit Thunderhawk qui est à quasiment 80% de fin de lui-même pour que je puisse le jouer, je rappelle, à la convention Apocalypse de la Dead War qui se tiendra le premier week-end de juin. Commence le vendredi 30 mai ou 31 mai et qui sera samedi 1er et dimanche 2 juin. Donc je pourrais vous montrer ça un petit peu, je pourrais vous montrer ça plus tard dans la semaine. Je pense pas live ce week-end, mais en tout cas on reprend les matinales à partir de la semaine prochaine. Donc voilà un petit peu pour tu as abandonné les Caradrons. Alors Fabius Builder, j'avais abandonné les Caradrons, ils n'ont pas tellement commencé les Caradrons, à peu près à 50% de cette 3ème édition de Warhammer Age of Sigmar, donc il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans quand ils avaient sorti de Battle Tom. Et là de toute façon on va partir sur d'autres projets pour Spearhead, notamment le fait d'acheter toutes les boîtes Spearhead pour pouvoir faire tourner les rapports de bataille et ainsi de suite. Je vais vous débriefer un petit peu justement de ce nouveau format de jeu qui va certainement révolutionner une partie de notre hobby dans le bon sens du terme, puisqu'en fait il va pas impacter l'existant. Il va juste permettre en fait de vivre ça différemment avec des formats beaucoup plus courts, beaucoup plus nerveux, et aussi pour la partie événementielle. Et ce qui est assez hallucinant, c'est aussi pour la partie divertissement, puisque des rapports de bataille, enfin, une partie quand elle se joue en 1h15, 1h30, ça nous permet d'en faire une vidéo de 20 minutes, voire même potentiellement une vidéo de moins de 10 minutes et d'aller taper dans TikTok avec des vrais rapports de bataille, pas juste des shorts où on met des punchlines. Donc franchement, voilà, il y a beaucoup de choses qui vont pouvoir évoluer grâce à cette nouvelle édition d'Age of Sigmar, et ça va vraiment être changé quoi. Donc comme je le disais ici pour les personnes qui viennent de nous rejoindre, parce qu'on voit qu'on est déjà plus de 500, découverte V4 AOS aujourd'hui de 10h10 à 10h45, et à 10h45 c'est moi qui vous présenterai un petit peu mon expérience que j'ai pu avoir sur Spearhead, comment est-ce que ça s'est déroulé et ainsi de suite, et justement où est-ce que ça va aller, aussi bien sur ce qui va être divulgué dans les prochaines semaines que sur le jeu en lui-même. Pour les personnes qui débarquent et qui ne savent pas, on parle donc de Warhammer Age of Sigmar, qui est un jeu qui a été créé, en tout cas qui était dans la continuité de Warhammer Battle, la partie fantasy du jeu de stratégie de Game Workshop. On a la partie futuriste avec Warhammer 40 000, la partie fantasy avec Warhammer Feu Battle, qui est morte. Ils avaient une espèce de campagne narrative qui a amené la fin du jeu en 2015. Suite à ça, Age of Sigmar est arrivé. Game Workshop a vraiment sorti les rames et a vraiment galéré à redorer le blason justement et de l'univers, enfin de ce nouvel univers, on va dire high fantasy, et aussi justement de leur moteur de règles. Ça avait commencé de façon assez chaotique. Première édition très mitigée, deuxième édition vraiment bonne, troisième édition excellente, vraiment excellente.
parfois peut-être un petit peu lente et un petit peu trop scriptée justement sur la façon dont on marque les points. Je rappelle, la 3e édition est arrivée, en tout cas comme Warhammer 40 000, avec le fait d'avoir une partie, les objectifs dits primaires, c'est-à-dire un scoring, un nombre de points qu'on met quand on contrôle la table et les objectifs qu'il y a dessus, et les secondaires qui justement sont des objectifs à réaliser pendant le tour. Donc ça a été une vraie révolution et ça en a fait un vrai bon jeu, tout comme le fait que Game Workshop a adopté le modèle en fait d'avoir ce qu'on appelle des data slates, c'est-à-dire des patchs d'équilibrage régulièrement, tous les 3 à 6 mois sur leur jeu, pour en faire justement un jeu qui vise en tout cas sur le moyen terme à s'équilibrer beaucoup plus. Donc ça franchement c'est vraiment super cool, et Game Workshop en tout cas promet de très belles choses à cette fin de 3e édition. On est clairement sur une édition de Warhammer, mais tout confondu sur les jeux, avec on va dire la stabilité au niveau de l'équilibrage, la meilleure pour une fin d'édition, ce qui est assez intéressant. Et en tout cas ça sent très bon donc pour la 4e, ça sent aussi très bon pour l'avenir de Warhammer 40 000. Bref, on est dans une super phase je trouve, en tout cas pour Game Workshop, et ça c'est trop cool. Donc pour les personnes qui débarquent, faut savoir que Game Workshop, il y a quelque chose comme un mois, a annoncé une nouvelle édition pour Warhammer, donc Age of Sigmar. C'est quelque chose qui normalement arrive à peu près tous les 3 ans. Et ils font des rotations. En gros, chaque année, vous avez, tous les ans ou tous les 2 ans, il y a une édition dans un de leurs jeux phares qui arrive. Une année Warhammer 40 000, une année en général, c'est un autre jeu. Ça peut être le Seigneur des Anneaux, l'Horus Heresy, The Old World. Donc en fait, le retour justement dans l'ancienne version de Warhammer Battle, donc qui s'est arrêté en 8e édition, ce que je disais tout à l'heure, en 2015. Et cette année, on a la chance, c'est la V4 de Warhammer Age of Sigmar. Donc depuis quelques mois, ils balancent plein d'informations. C'est décousu. Beaucoup de personnes, en tout cas, surfent là-dessus pour pouvoir justement faire de la vue et ainsi de suite. Moi, je ne le fais pas parce que j'aime pas qu'on spécule ou qu'on se branle entre guillemets sur une ligne où on n'a que partiellement justement l'état d'une règle. Donc là, enfin, on va pouvoir en parler de façon un petit peu plus velue et émettre, on va dire, une critique ou en tout cas un ressenti un petit peu plus pertinent que juste un fantasme avec une demi-phrase. Donc là, en tout cas, ça va être super cool. Pour les personnes qui ont envie d'avoir toutes les informations, vous avez 2 outils pour ça, la chaîne YouTube Warhammer TV et justement, bien évidemment, le site de Warhammer Community. Donc là, je suis sur le site de Warhammer Community. Là, on est en plein justement dans une semaine de reveal. Il faut savoir qu'en ce moment, vous avez un événement à Dallas, aux États-Unis, justement dans lequel Game Workshop va en profiter pour faire bien évidemment des tournois et bien sûr des reveals. Et hier soir, c'était un gros focus uniquement sur Warhammer Age of Sigmar. Vous aviez donc, par rapport à tout ce contenu-là, 2 choses qui vont être proposées. Vous aviez hier soir un rapport de bataille en direct au format Spearhead. Donc en fait, Spearhead, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le format patrouille, c'est-à-dire c'est celui dans lequel en fait vous allez jouer, vous achetez une boîte qui coûte entre 105 et 120 €, dépendamment d'où est-ce que vous voulez l'acheter, et dans lequel vous avez en fait directement des unités pour commencer le jeu. Donc en général, c'était un format vraiment trop d'initiation. La Game Workshop change la donne avec le format Spearhead, qui se veut être un format tout venant et tout joueur. C'est-à-dire que ça va être le format d'initiation, mais ça va être un format qui va être couvert par des patchs d'équilibrage, des War Scrolls, tout ce que vous connaissez pour les joueurs qui ont l'habitude, en tout cas de l'univers de Warhammer. Donc un format de jeu équilibré, mais un petit format de jeu, à la fois d'initiation et à la fois, entre guillemets, où on peut rejouer très nerveux. Je vais vous présenter un petit peu plus les règles tout à l'heure. Et donc, hier, en direct, on avait un rapport de bataille qui était fait par des catcheurs, des anciens catcheurs professionnels. C'est chelou, mais à la limite, on peut trouver ça marrant. Ça permet aussi de faire de la com et donc de donner plus de visibilité à ce jeu-là. Donc en tout cas là, je suis sur le site de Warhammer Community, vous pouvez revoir ces lives et ainsi de suite. Ce qui est très intéressant, c'est que ce soir, cette nuit, vous allez avoir l'équivalent de ce qu'ils ont fait hier soir, mais ça sera pas sur le format Spearhead, ça sera sur le format normal, et surtout, ça sera entre les 2 champions du monde de Warhammer Age of Sigmar qu'on avait pu streamer. On a eu la chance d'avoir la primeur de streamer en français la finale des championnats du monde de AOS. C'était à Atlanta, mi-novembre dernier, dans lequel on avait la chance aussi d'avoir Spoon, donc Nicolas Tasson, un joueur français qui avait gagné d'ailleurs cette finale. Et donc il sera en direct de Dallas ce soir pour justement rejouer contre le joueur anglais qu'il avait pu battre pour tester justement cette 4e édition. Donc ça sera en direct. Je trouve ça juste extraordinaire que Game Workshop fasse ça, quoi. Donc vraiment, c'est trop cool. Et n'hésitez pas à aller sur le live de Game ce soir, au moins ne serait-ce que pour balancer des messages en français qui puissent, vous savez, balancer en français ou juste en anglais, mais de bienveillance envers notre Nico, pour que même Games puisse lui renvoyer un petit peu les messages. C'était vraiment trop cool, quoi. Donc là, comment ça va se passer? On va refaire exactement la reveal dans laquelle Game Workshop l'a fait dans le même ordre. Donc on va commencer par les figurines de façon individuelle, et après on va tout simplement regarder la vraie vidéo sur la grosse boîte, et vous allez voir, elle est extraordinaire comme d'hab. Des Game Workshop fait une boîte de lancement d'édition. Attention, alors ça je n'ai pas l'information, mais je pense que ça sera une boîte de lancement d'édition et pas la boîte de démarrage. Donc il faut aussi espérer bien évidemment que les personnes vont se plaindre avant d'avoir une boss, en mode on espère qu'il y aura du stock. Bien sûr, on espère tous qu'il y aura du stock, en tout cas énormément, disons que pour cette boîte, parce qu'elle est oufissime, et c'est surtout qu'en fait ça va être une boîte qui va permettre de jouer de façon complètement autonome, et ça c'est trop cool. Donc là, on se remet
à hier soir 2h du matin, si je dis pas de bêtises, heure française, en direct de Dallas, là où Game Workshop nous a présenté les nouveautés qui vont arriver avec la sortie de cette 4ème édition. Je rappelle, on n'a pas encore la date de sortie de celle-ci. On sait comme d'habitude, ça sera systématiquement entre mi-juin, mi-juillet, avec deux semaines de préco, j'imagine, donc on sera un petit peu dans ces eaux-là. On est parti, on découvre donc la première vidéo qui a été dévoilée, qui s'appelle Warhammer Age of Sigmar Skaven Tide, donc la marée des Skaven, contre justement les éternels de l'orage. On va les appeler les Stormcast éternels, c'est quand même beaucoup plus stylé. On est parti. Ça commence tellement fort ces bâtards. C'est un truc de fou. Vous avez entendu la musique, elle est prenante, les figurines elles sont insane, la jonction des plans, puisqu'aujourd'hui on l'a compris, hein, Game Workshop utilise les cinématiques pour commencer à mettre en avant, modéliser on va dire leurs figurines, enfin pas modéliser leurs figurines, mais en tout cas en fait ils les digitalisent en faisant de l'animation et ça leur permet de les réutiliser derrière dans justement soit des courts-métrages, soit des trailers comme celui-ci. Donc c'est oufissime et c'est trop cool. Et donc ils ont repris les figurines de la boîte de base. Putain déjà ça commence très 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 fort. Hein. Putain, je sais pas ce que vous en pensez. Et d'ailleurs, est-ce qu'on resterait pas un petit peu dans le thème et est-ce qu'on se mettrait pas la bande-annonce donc, de cette 4ème édition où là on est en full animation et en plus elle est ultra stylée. On est parti, donc pour ceux qui n'ont pas regardé encore cette nouvelle cinématique qui était sortie il y a un mois, qui est déjà 1 demi-million de vues pour Game Workshop et qui était oufissime. On est parti. Sigmar lied. Sigmar told us we were chosen. Warriors, stolen from death. To be reforged as his weapons. The immortal sons and daughters of the Storm God.
Sigmar lied. He never told us the true cost of this honor. Soon, all that will remain of me is an echo, lost to the storm. But until that day, I fight. Très 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 cool, hein, cette cinématique, putain, elle envoie, hein. C'est trop cool. Donc voilà un petit peu pour ça. Je vois au niveau du chat que ça pose des questions sur les personnes qui n'avaient pas suivi Age of Sigmar et ainsi de suite. Je rappelle, Warhammer Battle s'arrête avec une campagne qui s'appelle la fin des temps, c'est-à-dire que les dieux du chaos ont choisi leur champion, ça sera Arcachon. Archaon, et ben justement donc il va raser, on va dire, le vieux monde. Derrière il y a des royaumes qui sont on va dire divisés. On a différents dieux, on a notamment Nagash qui est le dieu des morts qui va récupérer les âmes des personnes quand elles passent de vivant à mort. Et derrière comme justement il y a besoin de cette ressource d'âme, puisque c'est le nerf de la guerre, c'est d'avoir des soldats, même Sigmar, donc le dieu de l'ordre, le façonneur, le moissonneur, il va tout simplement reforger, c'est pour ça que ça s'appelle Reforged. Et en fait, ils reforgent ces guerriers qui sont les Stormcast. Sauf que le problème, c'est qu'à chaque fois qu'ils récupèrent leur arme quand ils décèdent pour les remettre dans des armures dorées, en fait, ce que eux ne savent pas, c'est qu'ils vont perdre une partie de leur mémoire. Et au fur et à mesure, justement, qu'ils vont mourir, être remis dans les armures et ainsi de suite, et ben ils deviennent un petit peu cons et ils perdent une partie de leur identité, de leur ADN, de leurs souvenirs. Et c'est pour ça que cette vidéo, en fait, se termine en disant Sigmar nous a menti. C'est-à-dire qu'il nous avait pas prévenu que, entre guillemets, en soutenant la cause de l'ordre, on allait justement devenir, entre guillemets, des teuteux et qu'on allait perdre notre identité au service de l'ordre. Voilà donc pour les enjeux, on va dire, c'était au moment de la deuxième édition, c'est pour ça que ça s'appelait la guerre des âmes, et cette quatrième édition, justement, c'est la prise de conscience des Stormcast, donc des soldats eux-mêmes, comme quoi ils vont perdre une partie de leur mémoire. Donc voilà donc pour la cinématique de ça, on va continuer dans la reveal avec la deuxième vidéo qui nous avait été proposée par Game Workshop. Hop. Et donc c'est la présentation des différents livres et ça me fera la transition avec ce qui va être présent, en tout cas dans la boîte, pour après. On est parti. Ce qui est trop cool les gars, c'est qu'il faut juste regarder, j'essaie de voir un truc. Voilà, c'est ça. En gros, dans la boîte de base, vous allez avoir ça. Vous allez avoir donc Spearhead, Fire and Jade. C'est marrant, ça veut dire déjà Spearhead, je le rappelle, fer de lance, 2 points, Fire and Jade, donc feu et jade. Ça veut peut-être dire qu'on sera sur un système de format Spearhead saisonnier, donc ça c'est plutôt cool en termes de rejouabilité. Mais là, ça veut surtout dire que dans cette putain de boîte de base, vous allez avoir le livre de règles complet et vous allez avoir, j'allais dire un fascicule, mais c'est bien plus que ça. Donc vous allez avoir le vrai livre Spearhead, donc saisonnier, dans lequel vous allez avoir, et ça j'ai le droit de le dire, toutes les règles de toutes les factions. C'est-à-dire qu'en fait vous aurez tous les index qui seront directement présents là-dedans. Donc ça va être un truc de ouf. Cette boîte, vous allez directement, enfin, j'en parlerai quand vous allez découvrir la boîte, mais en tout cas, là il présente les 2 bouquins, le livre de règles avec le fluff, et enfin le lore et ainsi de suite, mais surtout le vrai livre Spearhead, qui est le livre qui vous permet de façon complètement autonome de jouer à cette version. Donc c'est trop cool. Parce qu'en fait la version Spearhead, c'est une version beaucoup plus allégée. Dès qu'une fois qu'on aura regardé les vidéos et ainsi de suite, je vous en parlerai un petit peu plus encore une fois là d'ici à peu près une dizaine de minutes.
Donc voilà, en tout cas pour cette édition qui présente un peu les livres. Moi les livres, j'ai eu la chance donc de les voir, ils sont juste magnifiques, hein. Faut juste noter un truc, encore une fois, Game Workshop est leader mondial dans le monde de la figurine et du jeu, on va dire, à figurine. Ils ont une forme de responsabilité qui fait que ce sont eux qui doivent dicter le marché et montrer, on va dire, le top, je sais pas comment on pourrait dire ça. Et donc c'est ça qui est assez rigolo, c'est que ils l'ont fait au niveau de l'ergonomie, c'est vraiment game changer ce qu'ils ont fait sur cette édition de AOS par rapport à son accessibilité. On parlera bien évidemment aussi tout à l'heure des figurines quand on les aura toutes vues, mais là, en termes d'ergonomie, de compréhension et aussi bien évidemment en amont de ça, de game design, c'est-à-dire de la manière dont le jeu a été fait et dans la manière dans laquelle les règles ont été écrites pour être lues, et pas pour expliquer les règles, ce qui n'a rien à voir, parce qu'en termes d'ergonomie, c'est beaucoup plus simple de comprendre par ce procédé-là, les règles, c'est oufissime. Et le bouquin, bien évidemment, il est complètement fou, que ce soit la version index ou la version Spearhead ou que ça soit la version de base. Ensuite, là c'est une petite vidéo de 2 minutes de 35 qui présente justement Spearhead avant, et il nous restera la dernière où on pourra découvrir ensemble la boîte et donc l'intégralité de toutes les figurines qu'il y a dedans. On est parti. Je vais assez vite parce que là pour le coup c'est juste regarder des vidéos ensemble. Je préfère moi vous parler de mon expérience parce que c'est là où je trouve qu'il y a une vraie plus-value à ce que j'ai pu découvrir ensemble, quoi. On est parti. Spearhead is a brand new way to play Warhammer Age of Sigmar. It's fast-paced, well-balanced and easy to get started, making it ideal for all players. Join us as we take a look at this exciting game mode. As the mortal realms are engulfed in mayhem and violence, Spearhead forces are dispatched far and wide to seek out ancient sites of power and keep them from falling into enemy hands. Will you take up the call to battle and lead a Spearhead force to victory? In Spearhead Games, players engage. Je fais juste une petite pause, les amis, désolé, je casse un peu l'immersion, juste pour vous montrer. Tout ce que vous allez voir maintenant, c'est présent dans la boîte. Donc en gros, ce qui est assez ouf, c'est que ça vous montre à quel point en fait Spearhead, c'est un jeu qui est à la fois autonome, avec plein d'armées où en fait on peut jouer out of the box, c'est-à-dire on prend la boîte, on joue tel quel, vous avez tout le matériel de jeu et vous allez voir à quel point c'est pertinent, mais aussi vous pouvez aussi se dire attends, je veux juste une deuxième faction, hop, j'achète une boîte à 110 balles, j'ai déjà tout ce qu'il me faut, les cartes et ainsi de suite via ça, et donc en fait je change juste mon gameplay pour 110 balles avec une rejouabilité qui est celle de Warhammer, donc avec je sais pas combien de games on peut faire avant de se lasser, quoi. Donc c'est vraiment ouf, et tout ce que vous voyez là c'est vraiment dans cette boîte. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, Warhammer c'est un jeu de grande échelle et là ça vous permet avec un format Spearhead, donc fer de lance, de jouer. Players engage in small-scale tactical battles, fought on a compact battlefield, meaning you can set up a game even with limited space. Games use specially tailored rules to ensure that every battle is an exciting affair that comes right down to the final few rolls of the dice. In Spearhead, players use a fixed set of units called a Spearhead Army that has its own rules. Each of these has a corresponding boxed set that contains all the models you need. Whatever army style you like, you'll find a Spearhead to match. Choose one with a small model count to get going quickly, unleash an entire horde, or pick an army with a stunning centerpiece miniature. Spearhead battles are fought on realm battlefields, and each side of the board represents a Excusez-moi, vous avez le mec au fond comme il est énervé lui. Oh putain, la figue elle est ouf. different realm. Gairan, the realm of life, and Akshi, the realm of fire. Every Spearhead army has a set of regiment abilities and enhancements that you select before each battle. This means you can easily tweak your army every time you play, making each game different. Try out new things, or look for different ways to beat your opponents. Spearhead games are quick to get going and always closely fought, but you'll still need to think tactically to outmaneuver your opponent, defeat their army, and come out on top. As the hour of ruin dawns, muster your Spearhead. But will you fight to save the mortal realms, or to damn them to destruction?
Bon déjà, bon, je sais pas s'il y a des anglophones ou en tout cas si vous avez compris ce qu'il est dit ici. Je sais même pas si d'ailleurs ça vous a motivé. Moi, ayant testé le jeu, bien sûr que je suis ultra chaud. Spearhead, c'est vraiment pour moi une révolution qui va arriver dans le monde du jeu, entre guillemets, d'armée, ou en tout cas le monde du jeu de Game Workshop. Parce qu'on va enfin avoir un vrai jeu complet, designé pour être joué et pas juste pour vous vendre une boîte et pour avoir, on va dire, un début de sensation. Vous allez avoir des vraies sensations de wargame avec un jeu beaucoup plus nerveux et c'est vraiment chambé. J'enchaîne très vite avec la découverte de la boîte parce que déjà là j'ai envie de retourner sur cette vidéo mais pour directement vous parler des règles, des mécanismes de jeu et voilà, je vais plutôt le faire une fois qu'on aura découvert ensemble la boîte pour m'inspirer un petit peu de ça. Spearhead, c'est un autre format de jeu de Highside, déjà bienvenue à toi. Et oui, bien sûr, en fait, c'est les petits tapis qui sont là. Donc en fait, c'est des tapis qui font à peu près cette taille-là. Et honnêtement, au début, j'étais très réticent en me disant, mais attends, moi, ça me va pas de jouer sur ça, je veux jouer avec une table plus grande, ça veut dire qu'on est trop proches les uns des autres. Et en fait, ils ont réussi avec les règles en fait à te faire réfléchir. C'était oui, tu peux charger T1 mais t'as aucun intérêt à le faire, mon grand. Et donc en fait tu joues sur un petit tapis mais tu te fais des nœuds au cerveau, t'as 3 figurines et à la fois tu peux juste dérouler pour en mode initiation, sous-entendu jette les dés et tu vois je t'explique les règles, ou alors non, on a tous les deux un niveau de jeu un petit peu plus avancé et on va se regarder dans le blanc des yeux, on va réfléchir comme des malades à essayer de bluff et ainsi de suite. C'est trop cool. Je vais vous en parler tout à l'heure. On découvre les amis la dernière vidéo. C'est pas celle-là. Là, c'est une vidéo de 34 minutes où en gros, ils interviewent. Je vais baisser un petit peu le son. En gros, ils interviewent plein de personnes différentes, que ce soit justement les personnes sur l'univers ou sur la peinture, et aussi justement l'équipe de game designer que vous voyez justement ici avec le game designer en lead, Matthew, qui est juste au centre. Personne que j'avais pu rencontrer à Atlanta en novembre dernier, puisqu'en fait il est sur quasiment tous les tournois internationaux pour commencer à prendre des retours au niveau des joueurs et ainsi de suite. Donc très intéressant. Donc voilà, ça c'est une vidéo qui dure un peu de temps, je vous invite à aller la découvrir, mais voilà, c'est plus commercial, je sais pas comment dire ça, je trouve que les informations sont un petit peu diluées sur 35 minutes. On a vu la vidéo sur les Stormcast, et là il nous reste à voir donc la vidéo sur les Skaven, on est parti. Ok, on a enfin fait le tour donc de tout ce qui va faire cette boîte-là. On va aller se poser le temps que je discute un petit peu avec vous sur le site de Warhammer Community pour voir donc le contenu de cette boîte. Je mettrai tous les liens en rediffusion et ainsi de suite. Ce qui est très bien, c'est que vous avez directement en fait sur cet article ici les liens en français. Donc en fait vous avez vraiment tout ce qu'il faut savoir sur cette boîte directement traduit ici. Moi je vais me focaliser plus sur les règles et vraiment sur ce qui fait pour moi la nervosité de ce jeu et ce qui en fait un putain de truc quoi. Et c'est hallucinant en fait à quel point les Stormcast ont changé. Ils sont devenus beaucoup plus grimdark et le fait d'avoir justement de les mettre plus qu'en or mais en multicouleurs avec des figurines avec des cheveux longs, avec aussi bien des hommes que des femmes, je trouve ça génialissime. Toutes les échelles sont cohérentes, c'est oufissime. Ok, donc on va regarder un petit peu donc cette vidéo. Je vais mettre pause à chaque fois que j'ai des trucs assez stylés à vous dire. Donc là dans la boîte en fait vous allez avoir directement double Spearhead entre Stormcast et les Skaven. Donc pour jouer des questions au niveau du chat, pas sûr de comprendre ce que c'est que le Spearhead et ainsi de suite. En gros, le Spearhead, donc fer de lance en français, c'est l'équivalent du combat de patrol pour 40 000, mais avec beaucoup plus de choses qui sont dessinées pour. C'est-à-dire qu'en gros, là, vous avez un tapis de jeu, donc un format de table qui est fait pour, vous avez des scénarios qui sont faits pour, avec des objectifs
secondaires. Donc en fait vraiment c'est l'équivalent d'un patrouille mais avec un jeu qui est beaucoup plus poussé pour ça. C'est assez intéressant. Maintenant je vais aussi, à partir de maintenant je vais vous balancer des informations donc, sur ce que j'ai pu tester. Alors en fait je vous affiche un truc que j'ai pas le droit que je peux pas vous afficher, c'est j'affiche ce que je n'ai pas le droit de dire et ce que j'ai le droit de dire. Alors je rappelle, j'ai le droit de dire mon ressenti, c'est-à-dire si j'ai aimé, pas aimé et ainsi de suite. Là pour le coup Game Workshop n'a aucun droit de regard sur le ressenti. Par contre il y a bien évidemment des informations que justement j'ai pas encore le droit de divulguer, que ça soit sur les personnes qui étaient présentes le jour J, ne serait-ce que pour respecter leur vie privée, ou alors tout simplement des informations qui sortiront un petit peu plus tard. Aujourd'hui on va vraiment se focaliser sur la partie Spearhead. Donc il y a quelques temps j'ai eu la chance d'être invité par Game Workshop pour tester cette édition là. On était un peu moins d'une dizaine pour pouvoir justement la tester. C'était très 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 cool. En gros, on a fait une partie de test sur le format Spearhead et une partie sur le format Matchplay Burné 2000 points, sur lequel en fait on avait pu ramener une de nos armées. Game Workshop nous avait aiguillé pour faire nos listes d'armées sur en V4 et justement on avait pu jouer. Je n'ai pas le droit de dire avec qui j'ai joué et qui était présent. Le fait est quand même que tout au long de la journée, on était en contact de game designer et c'était très 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 cool parce qu'on était en contact, je vous dis la vérité, on était en contact d'humains, on n'était pas en contact de personnes qui étaient juste là pour nous vendre des trucs. C'est ça que j'ai trouvé génial, c'est qu'on était vraiment accompagnés de passionnés et ça fait plaisir de voir que c'était un projet qui était piloté par des passionnés et pas par des parce qu'on peut imaginer sur le capitalisme, sur tout ça. Et c'était très 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 cool. Et il y a une phrase que j'ai retenue, je n'ai pas le droit encore une fois de paraphraser ce qui a été dit et ainsi de suite, mais je vais juste vous dire celle-là, c'est que c'est compliqué d'équilibrer les jeux Game Workshop, notamment Age of Sigmar, parce qu'en fait c'est le jeu sur lequel en fait on fait le plus grand écart, puisque sur le même plateau de jeu, vous allez avoir un dieu, potentiellement Nagash, et un squelette. Et je trouve ça super intéressant en fait de commencer en se disant putain c'est vrai que c'est un jeu qui est difficile à équilibrer parce que ne serait-ce que sur la même échelle et en tout cas sur le même champ de bataille, on va avoir cette différence de puissance. Donc comment est-ce que tu fais pour équilibrer ça ? Ça a été leur principale problématique et c'est ça qui est très très cool. C'est qu'en tout cas c'est ce qu'ils ont gardé en tête en voulant faire le jeu. Ça, plus le fait bien évidemment d'avoir un jeu qui, plus on avance dans le temps, devient beaucoup plus accessible pour l'ouvrir au plus en plus de monde. Donc ça, c'était très 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 cool. Pour maintenant revenir un petit peu sur les deux modes de jeu, on a la partie format 2000 points, le match play que j'ai pu tester, mais ça j'ai pas le droit de vous en parler encore aujourd'hui, j'ai pas le droit de parler des armées, j'ai pas le droit de parler de tout ça, j'ai le droit uniquement de parler en fait de ce qui m'a plu ou pas plu sur ça et au niveau des choix qu'on va faire. Un des plus gros changements qui est appliqué, Game Workshop l'a déjà fait ici, en fait c'est l'ergonomie et l'accessibilité du jeu. Pour vous donner un exemple, aujourd'hui par exemple quand vous allez regarder un datasheet, donc une fiche d'unité, vous allez avoir des codes couleurs par phase et à capacité active ou passive. Sous-entendu, est-ce que ça se fait pendant mon tour, pendant ton tour, est-ce qu'il faut que je paye quelque chose pour ça, et ainsi de suite. Déjà une vraie plus-value par rapport à ça, c'est ergonomie, c'est-à-dire que quand on commence le jeu, on a nos petites cartes ou nos différentes fiches d'unité, et on se dit ok, je suis en phase de mouvement, la phase de mouvement c'est représenté par telle couleur, je regarde si j'ai des aptitudes de cette couleur, j'en ai pas, ok, j'ai pas oublié de quelque chose, je peux passer à la phase suivante. Ça, c'est très 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 cool. Et aussi, le fait que, en fait, maintenant, toutes les actions de son adversaire, pour ceux qui ne connaissent pas, je rappelle que Game Workshop, en tout cas, a fait choix sur ces jeux de rester sur un système de tour par tour. Là, aujourd'hui, la modernité, la nervosité est amenée par le jeu en alternance. Sous-entendu, je joue une unité, tu joues une unité. Là, c'est pas du tout ça. C'est mon tour, je joue toutes mes unités, et après, tu joueras toutes tes unités. Donc, c'est normalement des modèles de jeux, en termes de game design, qui sont un petit peu lourdeaux. Et depuis quelques éditions, Game Workshop essaye un petit peu de les contrer avec des moteurs où ils intègrent ce qu'on appelle des mécanismes de réaction. C'est mon tour, mais pendant mon tour, tu vas pouvoir faire ça, ça, ça. Et alors qu'avant, ça pouvait être une très bonne chose, mais ça allait... on va dire, ralentir un petit peu le jeu et le rendre un petit peu moins bien. Sous-entendu, je bouge une unité, est-ce que tu veux faire quelque chose ? Non, ok, je bouge une deuxième unité, est-ce que tu veux faire quelque chose ? Non, ok, et ainsi de suite. Là maintenant, tout va changer. Toutes les actions de réaction seront en fin de phase. Sous-entendu, t'inquiète pas, je fais tout et après tu pourras le faire. On va avoir des ordres qui ont déjà été révélés par Game Workshop, par exemple, notamment le fait de pouvoir justement redéployer. C'est-à-dire, j'ai bougé à l'époque en V3, j'ai bougé une unité, et je rentre à moins de 9 pouces de toi, tu peux potentiellement te bouger de D6 pouces. Est-ce que tu veux le faire ? Oui, non. Et là maintenant, en fait, c'est je bouge toutes mes unités et à la fin de la phase de mouvement, je te passe la main. C'est beaucoup mieux. Pareil, on a vu qu'il y avait un ordre qui te permettait à la fin de pouvoir toi-même lancer un sort pendant ma phase à moi. Ok, il y a aussi par exemple l'équivalent de déchaîne les enfers qui a un petit peu changé, où maintenant c'est à la fin de la phase de mouvement, je te passe la main sur une action de réaction, est-ce que tu souhaites tirer ou pas. Mais voilà, on est limité par le nombre d'actions, et ne serait-ce que ça simplifie énormément le jeu, ça le rend pas moins
intéressant en termes de stratégie, c'est juste beaucoup mieux. Beyond qui fait comme ce qui se passe sur Warhammer 40 000, exactement, en 10e édition. C'est exactement ça. Encore une fois, leur but, c'est de rendre le jeu de plus en plus accessible, que ça soit par la partie ergonomique, sur ce que j'ai dit sur les codes couleurs et ainsi de suite, ou alors sur justement les règles. Donc ça, c'était très cool. Les scénarios aussi sont super intéressants en termes de matchplay et ainsi de suite. Je n'ai pas le droit de parler du matchplay en dehors de ce qui a déjà été montré, mais on le sait déjà. Par exemple, Game Workshop a montré qu'aujourd'hui on allait avoir les primaires et les secondaires comme à Warhammer 40 000, capés sur un système différent où l'addition des deux ne peut pas faire plus de 10 points par tour de mémoire, et on aura le droit qu'à une seule tactique de bataille par tour, là aujourd'hui on en joue 2. Donc ça c'est assez intéressant, ça a déjà été dévoilé. Voilà, donc je vais fermer la parenthèse sur le format 2000 points, puisque aujourd'hui on va vraiment se focaliser sur la partie Spear Edge. Énormément de choses à vous dire sur le format 2000, mais ça sera certainement divulgué dans un petit peu plus de temps. Pour revenir donc sur la partie Spearhead. Spearhead pour faire de lance, format de jeu beaucoup plus accessible, où on va jouer, dépendamment des compos, entre 10 et 30 et quelques figurines. Game Workshop a décidé d'équilibrer ce format de jeu, c'est génial, je trouve ça vraiment trop cool. Et pour la petite anecdote, c'est un format de jeu qui a été creusé par Game Workshop parce qu'il a plu, alors que c'était pas la stratégie initiale. C'est-à-dire que au fur et à mesure que les tests étaient faits et que cette édition était en train de se déployer, le format Spearhead a tellement pris le pas au niveau du succès par rapport au gros format que Game s'est dit mais attends, en fait aujourd'hui tout le monde veut jouer à ça finalement, même en interne, donc on va le développer en le rendant plus intéressant, en le rendant aussi plus équilibré. Et donc ils ont fait énormément de parties tests dessus, c'est juste insane. Dans la boîte vous aurez donc la partie Skaven, la partie Stormcast, mais vous aurez aussi bien évidemment le tapis de jeu et des cartes, et c'est là où en fait la partie Spearhead est super intéressante. Là on est donc dans la boîte, vous aurez la partie, là je sors de la partie Spearhead, vous aurez en fait cette partie là, et c'est assez rigolo parce qu'en fait vous voyez en fait qu'ils ont mis justement des parties de General Handbook 2024-2025, c'est donc cette saison, mais quand vous regardez dans la vidéo, à un moment vous voyez qu'ils ont mis un scénario de 2020. Et en fait, c'est parce qu'ils ont repris aussi un historique pour pouvoir jouer encore plus de scénarios. Et ça sera présent dedans. Ça, c'est cool. Bref, je reviens un petit peu dans la partie Spearhead. Donc ça, c'est une table Spearhead. Ça, c'est assez intéressant. En gros, ce que vous allez retrouver sur celle-ci. Donc là, je vais même pas parler du contenu de la boîte avec les figurines, tout ça. Vous pourrez le faire après. Mais vraiment, on va se focaliser sur le jeu. La partie Spearhead, elle a un nombre de tours qui est fixe, qui est plus courte qu'une partie normale. Vous jouez directement les figurines sorties de la boîte, et en fait, pour équilibrer, vous allez avoir plein de petites règles différentes. Dans certaines armées, vous allez avoir des unités qui vont revenir automatiquement à la vie. Dans d'autres, ça va être des figurines, pas des unités. Dans d'autres, vous allez avoir, par exemple, des choses scénarisées qui vont vous permettre d'équilibrer le jeu. Par exemple, des Stormcast, dedans, vous avez Hydraxta. Hydraxta, c'est cette énorme figurine qui ressemble un petit peu, en plus de ça, à Sainte Célestine, qui arrive. Elle, par exemple, comme elle est très forte à ce format-là, elle commence pas sur la table à ce moment-là. C'est ça qui est trop cool. C'est que, par exemple, quand vous jouez Stormcast, vous devez serrer les biches en disant putain on est en sous-nombre, c'est chaud, et ainsi de suite, et au bout d'un certain nombre de tours, vous avez la possibilité de faire arriver Hydraxa, et est-ce qu'elle va arriver à inverser la vapeur? C'est super intéressant, aussi bien l'équilibrage qui est apporté que sur l'ADN de chacun des starters. C'est trop cool. Donc vous allez jouer sur un petit format de table qui est celui-ci. Vous vous êtes espacé d'un certain nombre de pouces, et en général les déploiements, alors soit vous jouez avec des réglettes, en réalité c'est des réglettes de 6 pouces par exemple, et vous allez vous déployer par exemple à 6 pouces d'un des bords de table, vous avez directement imprimé dessus les objectifs, donc ça c'est assez sympa. Et vous pouvez bien évidemment le retourner puisque celui-ci il est sur 2 mattes. Donc 2 mattes avec une matte mais inversée, avec une géométrie différente, et ça c'est trop cool. Si on regarde un petit peu aussi, là vous allez avoir, alors là vous le voyez pas, vous avez les cartes de vos unités, bien évidemment, par rapport à l'ergonomie que je vous ai présenté tout à l'heure sur les codes couleurs et ainsi de suite. Vous allez avoir en fait ici un petit deck. Ce petit deck, il représente les effets de jeu du tour. J'en sais rien, par exemple sur ce tour, vous marquez X points de victoire si jamais vous faites ce petit truc en plus. Sur ce tour-là, attention, il pleut très fort, donc vous avez moins 1 au mouvement. J'en sais rien. Mais en fait, vous allez tirer au début du round, justement, en fait, ces petites cartes. Et ces cartes-là, c'est les effets de jeu. Donc c'est super intéressant. Ça, c'est quelque chose qui compte pour tout le board, c'est-à-dire pour les 2 joueurs. Mais, sinon ça serait pas ouf, parce qu'en fait on est censé, c'est ça qui est intéressant, c'est que là, c'est uniquement les effets de jeu. Derrière, chaque joueur a aussi un deck, avec un nombre de cartes actives, c'est comparable aux cartes tactiques quand on a aujourd'hui dans Warhammer 40 000, mais écoutez bien, comme c'est un jeu qui est simplifié, ils ont retiré tous les ordres, tous les stratagèmes entre guillemets de ce format de jeu là. Et là, en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir un nombre de cartes actives, je crois que c'était 3, et en gros vous allez avoir 3 cartes en main. Ces cartes-là, ce sont les objectifs que vous devez réaliser pendant votre tour, mais là où Game Workshop est putain d'intelligent, c'est que ces cartes, il y a 2 effets dessus. Il y a, si vous contrôlez l'objectif 4, vous marquez tant de points de victoire.
et deuxième partie de la carte, c'est un stratagème. Et donc pendant votre tour, vous allez pouvoir décider soit de réaliser ça pour marquer les points, soit l'utilisation du stratagème pour vous rendre plus fort, mais alors vous ne pourrez pas marquer les points. Et c'est sur la même carte. Donc à chaque fois, vous allez devoir faire des choix entre scorer ou mieux tanker, apparaître une unité, et ainsi de suite. Et ne serait-ce que ça, c'est un truc de barge, parce qu'en fait, le jeu n'est pas plus complexe, dans le sens, vous n'avez pas à retenir des stratagèmes, vous les avez sous les yeux. Ces cartes, elles sont cachées, hein, par contre, votre adversaire ne les voit pas. Mais c'est super intéressant. Et donc voilà, en fait, la partie Spearhead, c'est autour de ces axes que ça va s'alimenter. C'est la gestion de vos ressources, encore une fois. Il y a des armées qui vont pouvoir tout simplement avoir des unités qui seront sur le champ de bataille et aucun mécanisme de rip-hop. Vous allez avoir des unités qui vont pouvoir faire rip-hop des figurines, et vous allez avoir des armées qui vont faire carrément rip-hopper des unités entières. Et dernière, ce que je présentais notamment avec les Stormcast, vous allez commencer avec une partie de votre armée sur le board, et par exemple Hydraxta, comme c'est une apparition un petit peu miraculeuse, alors ça sera un certain déclencheur dans la partie qui vont la faire arriver sur le board. C'est énorme les gars, j'insiste, c'est énorme. Pour vous donner une idée, on a fait une game et demie de Spearhead, et après on est parti sur le format 2000. À partir du 3e round du bataille du format 2000, j'avais plus envie de jouer, j'avais envie de retourner et de faire du Spearhead, en mode mais non mais vous êtes où, je vais tester ça, et à chaque fois c'était juste une boîte d'armées différente. C'est énorme, vraiment. Je sais pas quand, objectivement, hein, là je suis sous une hype de malade, le jeu il est séduisant, il est accessible en termes de thunes, il est accessible en termes de règles, j'insiste, c'est génial parce que c'est typiquement le format de jeu où d'un côté vous allez avoir envie de faire jouer votre copine, votre frère, vos parents, avec ça en mode test Warhammer, c'est comme ça qu'on va le tester, et à côté de ça, vous allez aussi vouloir vous taper dessus avec un pote et se dire merde, on a perdu à un point d'écart, et ainsi. C'est un truc de malade. Sur les 250 games qui avaient été faites au moment de ce Spearhead là, je me rappelle plus la stat, mais c'était énorme, c'est-à-dire que genre c'était quasiment 8 parties sur 10 qui se terminaient à 2 points d'écart. Donc en fait, ce format de jeu et ces mécanismes de 3 cartes en main avec soit stratagème, soit on marque les points de cette même carte, ça permet énormément d'équilibrer le jeu. Et donc c'est trop cool. C'est un nombre de tours qui est un petit peu plus lent un petit peu plus rapide qu'une partie normale. Et c'est une game au début, vous allez faire à peu près en 2 heures, mais vraiment 2 heures tout compris. Hein. Là, c'est pas 2 heures théoriques, en fait, ça dure 4 heures. Non, c'est à peu près 2 heures, 2 heures et demie une partie de Spearhead. Et quand on sait jouer, c'est une game qu'on fait entre 1 heure et 1 heure et demie. Donc, en fait, c'est un format qui veut aussi être mis en avant par Game Workshop au niveau des tournois. Donc, imaginez, au French War Game Café, j'en sais rien, on va faire des tournois en semaine, les gars. On va faire des tournois de 20h à 23h30. C'est énorme en fait. En fait, Game Workshop, grâce à ce format de jeu, ouvre en fait une nouvelle perspective avec un vrai jeu. Pas un truc d'initiation en mode on est là pour te raconter une histoire. Non, on peut te raconter une histoire pour faire de l'initiation et expliquer les règles. Mais on peut aussi se mettre sur la tronche en se respectant intellectuellement. Et ça, c'est la première fois que Games le fait. Pour ceux qui ont un petit peu connu, je sais pas au niveau du chat s'il y a des gens qui avaient testé Game of Thrones avec la boîte de base. C'était la même chose. Je trouve que c'était dingue. On avait 4 unités sur le champ de bataille, mais dès qu'on avait nos cartes tactiques et ainsi de suite, on se rendait compte qu'en fait, on pouvait faire énormément de choses par rapport à ça. Et putain, on se dit, mais attends, c'est dingue, j'ai 2 unités, mais entre le plateau politique, les pré-mouvements ou le buff que j'ai envie de m'appliquer, je vais me faire des nœuds au cerveau et ça va se jouer sur un micro-poil, quoi. Et je trouve ça génial. Et c'est exactement ce qu'a Spearhead. Franchement, ça fait des années que Game Workshop a fait un produit de cette qualité-là, aussi bien au niveau des figurines, mais là, on a un petit peu l'habitude, mais vraiment sur l'overall. Et donc imaginez, c'était drôle parce que nous on était à l'heure du déjeuner, on était en train de justement, toutes les personnes qui avaient pu tester, en train de se dire putain c'est énorme, regarde. Et moi à un moment je me suis dit mais en fait je parle à Warhammer Community, je dis mais en fait c'est surtout sur le format de divertissement. Imaginez faire des rapports de bataille de 15 à 20 minutes, on est pile poil dans le format cible de YouTube. C'est beaucoup plus facile à suivre, ça permet de montrer les 24 factions en termes d'ADN beaucoup plus facilement et ainsi de suite. Et même si on arrive à faire des rapports de bataille de moins de 10 minutes, on peut même aller sur TikTok. C'est énorme en fait. Vraiment, c'est ouf ici. Ça te rappelle pas Carnage, pas du tout Pandas Vader. Déjà, c'est pas du tout la même ergonomie de jeu. Là, tu sens que t'es sur un produit de Game Workshop, t'es sur de la high fantasy. Et voilà, l'ergonomie est différente. Tu joues quand même des unités, tu joues pas des figurines individuelles. Tu n'as pas cette lourdeur, mais aussi cette qualité de carnage, c'est que chaque bonhomme, avec ses PA, ses points d'action, est intéressante en termes de ressources. Là, c'est différent. Là, c'est vraiment plus sur le scénar et ainsi de suite. Tout ça qui fait perso, je suis absolument pas Age of Sigmar, mais mon fils a eu le mauvais goût d'aimer les Séraphons et je dois
admettre que Spearhead passe d'une indifférence totale à intérêt profond. Ah non mais c'est dingue, c'est complètement dingue. Moi j'ai testé Cruel Boys, Séraphon, j'ai vu Sylvanette, je l'ai pas testé mais j'ai vu Sylvanette, donc un mètre ça revient au même. Enfin c'est trop cool. Toutes les boîtes sont différentes, toutes les armées ont une ADN qui est propre à eux. Mais ce que je vous disais sur les Stormcast, tu commences en Yggdrastra et à partir d'un certain round, t'as Yggdrastra qui apparaît et qui retourne la game. Et si elle la retourne dans le bon, assez tôt, tu peux gagner. Sinon tu vas suivre une légère lose. Par exemple moi j'ai joué les Cruel Boys qui n'avaient pas de mécanisme de rip-hop, tout comme les Séraphons. Bref, ça a été super intéressant. Vraiment, vous allez kiffer. C'est un truc de grand malade. Et en plus de ça, même si au pire vous aimez pas trop cet ADN, bah en fait, tu rachètes une boîte et pour 110 balles, bah au pire tu la peins, tu la revendras quasiment le même prix si elle est bien peinte et tu testes l'ADN du jeu. C'est trop cool. Pour vous dire un truc, ça il n'est pas dit que je n'ai pas le droit de vous en parler, dites-vous qu'en Games, ils font des tournois en interne où en gros, dans le PAF, enfin, ils font ça en off, les mecs, c'est-à-dire qu'ils font ça sur leur temps de pause. Je trouve ça même, c'est tellement représentatif du fait que même eux sont possédés par cette version. Et en gros, ils vont organiser des tournois où en fait, dans ton PAF, c'est le prix de ta boîte de base. Et en fait, comme c'est des figurines pour la plupart qui sont préassemblées et pas peintes, en gros, t'arrives, tu sais pas ce que tu vas jouer comme armée pendant ce tournoi-là. Et hop, tu testes cette faction pendant une soirée. C'est un truc de ouf et ça permet de se faire. Parce qu'en fait, finalement, comme tu n'as que, on va dire, entre les 4 et 6 unités dans une Spearhead, t'as que 4 unités à retenir en termes de position. Et un truc qu'ils disent aussi dans cette vidéo qui est assez intéressante, en gros ils l'ont dit, vous allez choisir, en gros maintenant sur une seule page, c'est un petit peu à la manière d'un index, vous avez l'équivalent d'un détachement. Et en fait dans ce détachement, vous avez les sorts que tous les personnages connaissent, vous avez les aptitudes type Tradco et Artefact. Et en gros c'est pareil, là vous allez pouvoir la choisir parmi une liste sur un des personnages. Donc c'est même beaucoup plus fun en termes de rejouabilité, on a juste la carte, on l'entoure, on le montre à son adversaire en disant bah voilà, ça fait ça, c'est beaucoup plus facile à comprendre. Alors on a Rotédon qui fait en termes d'aléatoire, moins de figurines, on jette moins de dés, c'est pas trop hasardeux. Alors bien évidemment comme on jette moins de dés, on est quand même sur des stats un peu plus explosives, on va dire ça comme ça. Mais en fait l'équilibre des factions est fait comme ça, c'est-à-dire que comme je te dis, t'as certaines unités qui vont avoir t'as certaines armées qui vont avoir des unités qui peuvent revenir à la fin de chaque tour. Enfin à la fin de chaque tour. Une fois mais à la fin de chaque tour. Donc le jeu va s'équilibrer en fait grâce à ça et dans ce sens-là. Qui dit je me suis réveillé comme au matin de Noël, la hype est maximale. Ah mais attends, ce qui est ouf, c'est que moi là, les figurines on les a vues, on va les regarder, mais moi c'est le jeu. C'est la première fois que je suis hype comme ça par un moteur de jeu de Game Workshop, format on va dire d'initiation. Mais tout le monde, enfin... J'ai eu la chance de tester avec Manwë, mais on était comme des enfants. Enfin, on avait envie de jouer, on avait envie de faire des tournois le soir, on avait envie de faire plein de choses autour de ça. C'est un putain d'outil qui est fait par Game Workshop. Ils font ça pour vendre, bien évidemment, mais c'est un vrai outil pour divertir la communauté. C'est un truc de malade. Vraiment, j'insiste, c'était une qualité de fou. Donc voilà un petit peu aussi le contenu de la boîte de base, vous avez directement les décors. Moi j'ai joué avec ça, enfin j'ai joué avec ces éléments de terrain, avec ces decks de cartes, et aussi justement avec sur ce terrain là. Moi j'ai joué sur, hop. J'avais joué sur le noir ici. Guitar Sec qui fait comparer à Warcry, rien à voir. Rien à voir. En fait, Warcry, tu joues pas à Warhammer, tu joues à Warcry, tu joues individuel. Là tu joues des unités. Là tu joues vraiment à Warhammer, donc avec des unités, format bien évidemment escarmouche, mais unité et pas individuel. Mais tu dois réfléchir, tu as vraiment une notion de ressources et ainsi de suite. C'est vraiment cool. Hein. Et les notions de cartes, c'est énorme. Le fait est que tu tires une carte qui donne des effets de jeu. Ce que je vous ai pas dit, ça Game Workshop aussi en a un petit peu parlé. En fait, vous allez avoir la notion de ce qu'on appelle underdog. D'accord ? En gros, à partir du moment où vous êtes le joueur qui a le moins de points, vous êtes le joueur underdog, c'est-à-dire que vous êtes le joueur challenger, et vous allez avoir des bonus. C'est quelque chose qui va être présent dans le gros format de jeu, notamment si jamais vous jouez le joueur numéro 2, vous allez pouvoir plus facilement remonter la partie. C'est un petit peu ce qu'ils ont déjà montré par rapport au double tour, c'est-à-dire qu'en fait, en gros, le double tour fera que vous ne pourrez pas marquer vos secondaires. Donc il y aura un vrai choix à faire par rapport au scoring, c'est-à-dire attrition versus marquer des points. Là, ça va être la même chose. À partir du moment où vous êtes le joueur qui a le moins de points, vous êtes dit le joueur underdog, et sur la carte que vous allez tirer, qui va vous donner les effets de jeu global au board sur le round, vous allez avoir un effet. Sous-entendu, pour ce tour, si jamais vous faites ça, vous allez marquer tant de points de victoire. Et si jamais vous êtes le joueur underdog, si vous faites ça, vous allez avoir tel truc en plus.
Donc c'est assez intéressant. Des fois, on préfère être deuxième, un tout petit peu au-dessus, un tout petit, ou un tout petit peu derrière, ou même beaucoup derrière, pour justement pouvoir tenter de faire ça. Plus les secondaires, qui je rappelle aujourd'hui, en tout cas dans le format Spearhead, les objectifs secondaires, c'est les objectifs du tour, seront soit je marque des points, je vais sur cet objectif, où je dois tuer un personnage, où je dois détruire une unité, où j'en sais rien, je dois aller mettre une unité sur le champ de bataille, ou à 3 pouces d'un bord de table, ou alors, je décide par exemple de pouvoir avoir plus d'hommes à charge. Mais si je fais ça, je ne peux pas marquer mes points de victoire. C'est trop cool. Et donc on a aussi donc cette notion de underdog avec des petits bonus pour le joueur qui est en retard. La boîte de base contient 2 avant-gardes, exactement. Ouais. En fait, la boîte de base, elle te comprend tout pour pouvoir avoir une table Spearhead. Donc une table avec les decks de cartes, avec l'index qui comprend toutes les cartes pour le Spearhead de toutes les factions. C'est vraiment cool, quoi. Est-ce que le format Spearhead se décrira facilement en 2 versus 2 ? Je pense pas. Je sais pas, griffe à blanc. En fait, en termes de règles et de complexité de lecture, sans doute, mais en termes de scoring, je pense pas que ça soit fait pour du 2 versus 2. À voir. Il faudra peut-être partir sur du 2 versus 2, mais pas en Spearhead, parce que t'imagines, la table est beaucoup trop petite par contre après pour faire ça. Mais même cette table, là je vous disais, ouais, c'est tout petit, et ainsi de suite. Ouais, surtout qu'en général, on peut se déployer, je crois que c'était à 9 pouces les uns des autres, donc en fait, t'as l'impression que c'était trop proche de ton ennemi, mais en fait, t'as pas d'intérêt à charger T1. Ou alors, ça va être des ressources qui vont soit revenir à la table, soit... Enfin voilà, je précise vraiment, c'est... Moi j'aime pas ce genre de format parce qu'au début tu dis oh ouais, c'est un jeu de gogol, j'ai des unités qui, si jamais je commence à mettre ce que je veux dedans, bah c'est simple, la table elle est plus petite, c'est à dire que si je joue tout de suite une unité qui bouge de 12, bah tu peux plus rien faire, parce que c'est ça le problème, ça c'est la réalité du terrain quand tu commences à jouer au format patrouille de Warhammer et ainsi de suite, t'as trop de moyens de casser un petit peu justement ça. Là, clairement, c'est pas le cas. Vous verrez. Enfin, en fait, moi, désolé, je vais être vulgaire, les gars. J'étais avec, j'ai pas le droit de dire aussi avec qui j'étais, mais j'étais avec des gros clients. Il y avait des gros streamers compétitifs et je vais être vulgaire, mais vous voyez ce que je veux dire. Moi, on avait tous envie d'enculer les règles. C'est-à-dire qu'on avait tous envie de dire attends, je cherche le glitch pour aller défoncer ce mec parce que tu tombes contre un gars, un joueur reconnu dans l'international ou un média reconnu dans l'international, spécialisé dans le compétitif. Même si on est tous là pour tester, on a aussi envie un petit peu de gagner, ou on a aussi un petit peu de faire peur à l'autre. Et bah là, clairement, c'est ce qu'on essayait de faire, et pourtant ça marchait pas à chaque fois. C'était assez intéressant. Alors, est-ce qu'il y aura une boîte de départ pour jouer à Spearhead, plateau, livre, décor ? Mais c'est ça, Torek, en fait, en gros, cette boîte-là, c'est la boîte de démarrage Spearhead. Dedans, t'as tout ce qu'il faut. T'as les cartes, t'as 2 decks de joueurs, t'as le deck d'effets de jeu, t'as l'index avec toutes les règles dedans, et t'as le livre de règles aussi pour le format 2000 points. Mais tu as aussi des décors pour ce format-là. Et t'as aussi en plus, c'est ça reste un produit Game Workshop, donc c'est super quali. C'est-à-dire que c'est un tapis qui est mat, c'est un carton, mais c'est un carton qui est mat, qui n'est pas brillant, avec un beau DPI d'impression, donc c'est top, et qui est recto verso pour que tu puisses avoir 2 géométries différentes et on va dire 2 écosystèmes de jeu un petit peu différents. Une idée de tarif, je sais pas du tout si c'est officiel ou pas, qu'elle sera à 210 ou quoi. C'est cher, mais honnêtement, encore une fois, on est sur regardez le nombre de figurines, regardez tout ça, c'est juste insane quoi, ce qu'il va y avoir dans cette boîte. Après bon, bah, ça sera la bourse de chacun. Je voulais juste revenir sur certains trucs. Vous avez vu que donc certaines figurines, notamment les prosecutors, ont été supprimées parce qu'ils reviennent, complètement compatible avec les anciens modèles pour ceux qui ont envie tout simplement qui ont tout simplement envie de rejouer leurs anciennes figurines. Moi je voulais juste vous montrer qu'encore une fois on est sur des figurines qui sont beaucoup plus adultes, on est sur des figurines qui sont pas plus grosses, qui sont plus fines, au contraire, on est sur une échelle qui est beaucoup plus réaliste par rapport aux proportions d'un humain, donc c'est très cool. Et puis au niveau des visages ça n'a plus rien à voir. Skaven, je vous dis la vérité, j'aimais pas du tout ce qu'ils avaient fait, c'est-à-dire que je trouve que la révolution, j'en avais parlé quand ils avaient commencé à révéler les figurines individuellement, je trouve que les Skaven n'étaient pas au niveau par exemple de ce qu'ils avaient fait sur le changement des tyrannides. Et maintenant que je les ai vus en vrai, je peux vous dire que les figurines sont insane. C'est-à-dire que même les petits rats individuels, c'est des figurines Game Workshop. C'est-à-dire que même les volumes en termes de sculpture, chaque volume est sciemment et très bien défini. En fait, je sais pas comment est-ce que je pourrais vous le montrer proprement, mais ouais, par exemple ce petit gars-là, on le voit entre la plaque d'armure ici et son t-shirt, il y a un vrai écart. C'est-à-dire que ça, contraste ou un petit jus, automatiquement, ça va bien marcher. Et les figurines, en fait, je trouve qu'en termes de l'illustration de la figurine n'a pas été révolutionnaire. Par contre, sa sculpture, elle, est beaucoup plus moderne. Et donc ça, c'est très cool. Et donc, ce qui est trop cool, c'est que même pour l'immersion et l'imaginaire, on est sur les figurines qui étaient dans la cinématique. Donc même pour les personnes qui ont besoin entre guillemets de ça pour se hyper, c'est trop cool quoi. La boîte est vraiment belle, elle est assez fine étonnamment. C'est-à-dire qu'elle est large, mais en fait en termes d'épaisseur, je m'attendais à une ancienne boîte à la Games, et en fait non, elle est très tassée. Tout est condensé dedans, c'est vraiment assez intéressant quoi. Mais regardez, ça n'a rien à voir avec avant,
le niveau de maturité, de détail, peut-être un peu trop chargé, mais on est vraiment sur des figurines très adultes. Hein. Alors Rock de Pierre, ils vont faire comme 40K avec toutes les règles et index en téléchargement gratuit, le temps de réimprimer les codex. Oui. Je crois que c'est ça sur iOS, je suis pas sûr, mais il me semble que oui. Après, l'intérêt, c'est vraiment que tu as un livre avec toutes les illustrations, les règles Spearhead, les cartes, les stratagèmes directement dedans, qui est Fire and Jade. Enfin voilà, ce deuxième livre ici. Donc voilà, donc ça c'est pour la partie Spearhead. Game Workshop au niveau de sa chaîne YouTube a directement, mis en rediffusion ce rapport, le rapport de bataille qu'ils ont fait hier. Donc vous allez pouvoir, si jamais les gens veulent, vous pouvez tout simplement aller le suivre. Je vous mettrai le lien directement en description. Donc voilà, je vous ai dit un petit peu ce que je voulais vous dire sur Spearhead, sur la partie Underdog, sur les cartes de mission versus les cartes d'objectif. Bref, honnêtement, c'est très 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 cool. N'hésitez pas si jamais vous avez des questions, il y a malheureusement beaucoup de choses que je ne peux pas dire, qui est sujet encore à NDA. Mais franchement, ça a été une vraie belle expérience. Aussi bien humain que de joueurs, de pouvoir tester cette édition, et franchement c'est très 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 cool. On est vraiment sur un vrai format de jeu. C'est ce qui m'a surpris au début. Moi je vous dis la vérité, hein, parce qu'on les a beaucoup entendus Game Workshop sur c'est ça la promesse, mais derrière voilà où on est et voilà ce qu'ils nous ont livré. Là je peux vous dire que non, c'est un truc de malade. Le jeu il va plaire, il y a des gens qui joueront qu'à ça, c'est à dire qu'il y a beaucoup de personnes, et honnêtement, alors moi j'aime les batailles, c'est-à-dire que j'aime avoir plein de figurines, j'aime avoir en termes de macro beaucoup de ressources, ainsi de suite, mais clairement, comme je vous dis, j'ai la chance de tester la 4ème édition format 2000, un peu burné, et Spearhead. Au bout du 3e round, j'avais qu'une envie, c'est de retourner sur Spearhead, parce que j'avais envie de tout tester, j'avais envie de changer de faction. Vous savez un petit peu l'aspect enfant gâté, où en fait on se dit ouais mais non ça me frustre, c'est pas mon gameplay, donc je change. Et bah c'est ça qui est génial. Et quand on se dit mais attendez c'est dingue, le nombre de games qu'on va devoir faire pour comprendre le jeu, au pire, pour comprendre les jeux, comprendre les forces, les faiblesses, les match-up, avancer bien évidemment sur la peinture, changer les artefacts, parce que est-ce que ça va changer le jeu? Est-ce que c'est une armée qui réagit mieux quand elle est underdog, sous-entendu, est-ce que c'est une armée qui réagit mieux quand elle est deuxième, quand elle reste quand elle est derrière en termes de points, pour aller voler la victoire sur des actions d'éclat en fin de partie? Et voilà, est-ce que c'est ça l'ADN de cette faction? Et une fois que j'ai découvert tout ça, ok, 110 balles, je change d'armée. C'est génial. Franchement, vous vous rendez compte, on va jouer 6 mois avant de se lasser d'un jeu où on va jouer entre 10 et 30 figurines. C'est énorme. Franchement, c'est trop cool. Torek qui nous dit, Yves, est-ce que tu as une prédiction pour le futur combat de patrol de 40K en V11? Mais en fait, ils ont tellement changé. C'est Game Changers ce qu'ils viennent de faire sur ce format de jeu. Ça ne veut pas dire qu'on ne jouera pas en 2000. Bien évidemment, les compétiteurs vont préférer le format 2000, beaucoup plus complexe, beaucoup plus ça, mais aussi beaucoup plus lourd. Et aujourd'hui, ce qui fait que notre faction a du mal à recruter, c'est son accessibilité. Donc franchement, c'est top. Franchement, c'est un truc de malade. Et si ça, ils arrivent à le répliquer en termes de qualité, d'écriture, de suivi aussi, parce que je vous rappelle, ça, il y aura des data slides dessus. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un format de jeu qui va être suivi. Sous-entendu, ils vont regarder les win rates, ils vont se dire, oh, à ce moment, Cruel Boy est un peu trop fort en format Spearhead, il faut qu'on l'équilibre. Putain, on attend que ça. C'est un truc de ouf. Dandil qui fait les anciens rats des clans vont bien avec les nouveaux, comme tu les as vus. Oui, complètement. Ce que je te dis, en fait, c'est ça l'avantage. C'est qu'en fait, si toi tu as déjà les figurines, je te dis la vérité, hein, c'est complètement compatible. Je pense même que si tu vois, il y a des gens qui. Bah, tu vois, moi par exemple, dans mon armée sort de bataille, j'ai des vieilles figurines OP de 99 ou de 2003, et j'adore pouvoir les combiner. Et les gammes vont très bien ensemble. Attention néanmoins, faudra vérifier la taille des socles, puisque tu as des figurines qui jadis étaient en 25 mm, maintenant sont en 28 mm. Mais ça fait partie des choses qui vont aussi changer avec AOS. C'est la cohésion d'unité, la manière dont tu vas retirer tes pertes, et ainsi de suite. Par exemple, la cohésion d'unité, c'est à chaque instant qu'elle doit être maintenue. Il n'y aura plus de sous-phase. Enfin bref. Ça, je sais pas si j'ai le droit de dire ce genre de choses, donc de toute façon, c'est du niveau de détail. Mais le jeu est beaucoup mieux pensé. Je vous en ai parlé au début de ce live sur l'ergonomie. Pour en fait, pas le rendre plus simple, pas le rendre moins intéressant intellectuellement, mais pour le rendre beaucoup plus fluide. Je sais plus si elles sont 128, mais il me semble que oui, il faudra regarder, ça sera mis. Mais donc tu auras peut-être un travail de resoclage à faire, mais c'est complètement compatible, c'est la même échelle. Et en fait, en gros, c'est l'équivalent des Vanguard, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, une partie des Spearhead sont les Vanguard. Donc j'ai le droit de parler de mon ressenti sur le format 2000 points. Honnêtement, je te l'ai vérité, c'est la V3 en mieux, donc c'est vraiment cool. Voilà, c'est la V3 en mieux. Aujourd'hui, on va se dire, ouais, je suis une V3.5. Dans quelques temps, on se dira, non, c'est vraiment une V4. Mais en tout cas, par rapport à la lecture des règles et ainsi de suite, il y a beaucoup de similarités.
au niveau des règles, mais pas au niveau des enjeux de la partie. C'est ça qui est génial. Les scénarios sont différents, les réactions sont différentes, donc c'est ça qui est très 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 cool si tu veux. Zantia qui fait notre hobby, il est quand même dingue, tout ce qu'ils offrent comme expérience de jeu, modélisme ou histoire. Je suis pas mécontent d'être stable financièrement aujourd'hui. Ah non, mais là honnêtement les gars, on est sur un produit... Enfin, en fait, je suis trop content qu'on ait un beau produit comme ça parce que vraiment, là, je me mets pas en mode commercial game, je m'en fous vraiment, je l'ai beaucoup critiqué par le passé et ainsi de suite, mais là, t'as un vrai beau produit, c'est-à-dire que putain, certes, tu vas claquer 200, alors je sais pas combien elle est, moi j'ai pas l'information du prix à 220, vous avez dit ça au niveau du chat, qu'elle soit 180, 220, c'est un billet quand même, mais aujourd'hui, c'est pas normal, je vous dis quelque chose, je suis passé le week-end dernier, je suis passé à Warhammer Paris 12. Et puis à la base j'y vais pour acheter un codex papier parce que je préférais l'avoir en papier et pas en digital parce que Game of Thrones l'avait en digital, mais bref, je voulais l'avoir en papier. Et donc j'y vais et puis je me dis putain, attends, ils ont un répulseur exécutionneur, ils l'ont en stock. Bon, j'ai plus envie de repartir avec quand même. Ok, je vais le prendre. Je prends aussi un gladiateur. Et je me dis putain, ouais, j'ai un gladiateur et tout. Et donc je me retrouve avec gladiateur, répulsor et mon codex. Et là je passe à la caisse, j'en ai pour plus de 200 balles. Et là je me dis putain, c'est quand même cher quoi, ça m'a fait mal, et vraiment, et en plus c'est ouf parce que limite je me suis dit mais en fait c'est trop cher, je vais pas prendre les chars, et voilà, et en fait il y avait une espèce de pression à la queue, et enfin à la caisse, et donc je me suis senti obligé de payer, vous voyez ce que je veux dire? ça arrive à ça, j'ai pas assumé, et voilà, j'étais obligé de claquer, alors que c'était trop en termes de budget, j'avais pas spécialement envie de le faire. Mais là, et donc on est, pour en venir en fait, donc on est dans une passion qui coûte cher, et des fois on s'emballe, on achète 2 chars, il y en a pour 200 balles, c'est trop cher. Là je peux vous dire que quand vous allez acheter cette boîte Spearhead, vous en avez pour votre argent, c'est-à-dire que c'est un vrai beau produit, la boîte elle est belle, le carton il est beau, il est brillant, le DPI, la qualité d'impression elle est dingue, les boîtes sont belles, les livres ils sont ouf, et là je suis trop content de me dire qu'on va avoir un produit comme ça, et de se dire ok, t'achètes cette boîte, t'en as pour ton argent, tu vas en avoir pour des centaines d'heures de divertissement, que ça soit pour monter, peindre et surtout pour jouer. Parce qu'aujourd'hui, les boîtes d'initiation, c'est de la merde. Je suis désolé de le dire, mais les formats qu'ils lancent, c'est pas de la merde, excusez-moi, c'est des formats d'initiation. C'est-à-dire que c'est pour les gens qui n'ont jamais poussé une figurine de leur vie. Là, c'est ça. C'est un truc de ouf. C'est vraiment non, t'achètes ça, tu vas jouer 25 games. C'est trop cool en fait. C'est vraiment ce que j'avais ressenti avec des jeux comme A Song of Ice and Fire, donc avec Game of Thrones, où on se dit putain attends, la boîte de base elle joue. Et encore, elle joue, mais je vais rajouter 2 packs. Viens, la semaine prochaine on rajoute des unités et on augmente la game de 7-8 points. Je parle de Game of Thrones. Là non, en plus de ça, c'est pas vrai. Là c'est vraiment, non, on a notre date à 220 balles, on a nos 2 factions, on va faire 20 parties différentes, donc plus monter, peindre et 20 parties, vous en avez pour 200 joueurs de jeu. Hein. Enfin, c'est un truc de malade. Et vous avez claqué 220 balles. Donc même si finalement, si on le remet sur le fait que ouais, on a une passion qui coûte cher, et ben je suis désolé, avec ce genre de format de jeu, elle coûte même pas si cher la passion. Et c'est ça qui est ouf. Et c'est là où Game Workshop, en fait, ils ont cassé le jeu, enfin ils ont fait quelque chose de game changer, c'est en sortant, c'est pas tant cette boîte de base, c'est en sortant un format de jeu qui vous permet d'être respecté intellectuellement parce que t'es pas là juste pour jeter des dés et manger du saucisson, ce qu'on aime faire, mais on aime aussi justement parler avec son adversaire en disant putain, qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire, pourquoi est-ce que j'ai gagné, pourquoi est-ce que j'ai perdu, et c'est un format qui va vous permettre de le faire, et ça c'est juste insane. Donc franchement, c'est un truc de grand malade. Franchement, AOS va enfin être un vrai jeu, va permettre de recruter des joueurs, ce qui aujourd'hui n'est pas le cas, et c'est trop cool. Donc voilà, je vais pas tarder à vous abandonner les amis, n'hésitez pas si jamais vous avez des questions et que je peux tenter d'y répondre, ça sera avec vraiment un grand plaisir. Tupiu qui nous fait est-ce que Spearhead sera compatible avec le format Crusade? J'en ai aucune idée, par contre je sais pas du tout si tu pourrais les faire évoluer ainsi de suite, je pense que oui, après tu perds en équilibrage, mais en tout cas tu peux ouais. Ben Cadien qui fait pour avoir les règles de Spearhead il faudra acheter le Battle Tom ou comme 40k les Red Patrouille vont évoluer, les deux mon capitaine, dans le sens où tout est présent dans la boîte de base, t'as un livret, enfin non c'est un vrai livre de règles qui s'appelle Spearhead, Fire and Jade, dans lequel tu as les règles de toutes les factions. Donc j'insiste, toutes les factions. Donc finalement tu n'as besoin que de ça pour pouvoir acheter les 25 boîtes si jamais tu veux tester les 25 factions. Kikastu, que devient l'ancienne Spearhead Stormcast avec Hydrastar? Kikastu, t'auras envie que je te donne du grain à moudre en disant ouais non c'est plus que dalle, j'ai testé les Stormcast avec Hydrastar mon gars. Et donc le format Spearhead se joue avec Hydrastar. Tu vois, tu pourras avoir cette compo là ou la compo Hydrastar. Et c'est ce que je te disais même, l'équilibrage se fait. Tu vois, je suis trop chaud de ouf. Le format enfin, les factions vont s'équilibrer différemment. T'as des unités, des factions où c'est les unités qui rip-hop. T'as les factions où dans l'unité tu as des modèles qui rip-hop. Tu ramènes des 3 figurines à la vie à chaque phase. Ou t'as des factions qui n'en ont pas. Tu vois, Cruel Boys par exemple, t'as pas de rip-hop. Que ça soit t'as une carte où tu peux refaire venir
truc. Ça, c'est un truc vraiment très spécifique. Mais il y a des garde-fous de mal. On a voulu enculer les règles, on n'a pas réussi. Et pourtant, j'étais avec un enculeur de règles professionnel. Genre, bon. Et donc, tu peux. Et par exemple, tu vois, l'ADN de Hydraxta, c'est qu'Hydraxta n'est pas présent sur le champ de bataille. Et c'est à partir d'un round de bataille qu'il se passe un truc. Et en fait, Hydraxta apparaît comme une intervention miraculeuse et qui retourne la game, tu vois. Et c'est trop intéressant. Plan de die qui fait attends plus de pouvoir rejouer à Spearhead AOS ou bien la nouvelle saison de 40K Nexus Paria. Putain, alors. C'est une question de merde dans le sens Plandai, c'est pas connecté, mon amour pour 40K est pas le même qu'AOS et ainsi de suite. Le fait est quand même que là je suis beaucoup plus chaud pour Spearhead parce que je ne peux pas y jouer que pour le nouveau deck de mission, même si le nouveau deck de mission en ce moment je tourne à 3 rapports de bataille, enfin je tourne 2 rapports de bataille 40K par semaine, mais je fais 3 games en réalité, tu vois, c'est un truc de ouf, j'ai jamais autant joué de ma vie à 40K. Enfin, sauf en training, mais là, de toute façon, tu sais, entre guillemets, pro, j'ai jamais joué. Donc vraiment, non, le format Spearhead, il est insane. Attends, je regarde ta question qui casse. Ils vont faire un set d'armées Skaven à part après, bien sûr. En fait, en gros, là, c'est la boîte de démarrage, mais toutes les armées auront leur pack de démarrage à 110, 120 balles, je me rappelle plus du prix, pour ça, enfin, dépendamment d'où tu l'achètes pour ça. La vidéo sera dispo en replay, ouais, je vais la mettre sur YouTube direct. Je vais la mettre en rediffusion maintenant sur Twitch, mais sur YouTube pour qu'elle soit plus accessible. On aura les rapports en avance sur Tipeee, Ben. Celui de lundi, oui. Celui de lundi, oui. Pour les formats Spearhead, non. Hein. Les gens qui sont sur Tipeee n'auront pas accès à des choses qui sont confidentielles, bien évidemment. Je sais pas si c'était ta question. Voilà. T'as testé quelle armée ? Moi, en armée testée, j'ai testé Seraphon et Cruel Boys. J'ai trop de trucs à dire sur les Cruel Boys, c'est trop si je peux pas malheureusement. Derrière, après, j'ai testé Fire Slayer et Gloomspite en 2000. Mais ça, j'ai pas le droit d'en parler pour l'instant. Mais en tout cas, c'est très très cool. Franchement, j'insiste, c'était déjà un bon jeu, mais avec un reliquat et ainsi de suite. Là, nouvelle édition, ils redorent leur blason, ils arrivent avec un format Spearhead. Les gars, Spearhead, c'est plus quali que 40 000. Enfin, je suis jaloux qu'on n'ait pas ce format sur Warhammer 40 000. J'insiste là-dessus. C'est un truc de grand malade. Préparez 220 € pour cet été. Vous allez kiffer de ouf. Vraiment, la boîte, elle est tellement quali. Vous en avez pour votre argent. Et je parle pas que de figurines, c'est ça. Habituellement, les gens, ils achètent ce qu'on appelle du kilo plastique avec les boîtes de démarrage. Là, c'est pas le but. Là, vous avez 2 factions, c'est jouable, vous avez des centaines d'heures de jeu, soit d'initiation, soit de compétitif, c'est un truc de fou. Kyrios qui fait les Séraphons sont sympas en Spearhead, très sympa, ouais, très 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 sympa. Moi j'ai adoré les Cool Boys, je te dis parce que t'avais du tir, donc c'était assez cool. Les Séraphons sont très 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 cool. Ils sont, ouais, c'est très très cool. Je sais, bah si, attends, je dois pouvoir en parler. Ils ont dévoilé en plus la boîte, t'avais 2 packs de petits, un pack intermédiaire et t'avais le gros gars sur son pas sur son T-Rex, sur l'autre. Mais il n'y avait pas de rip-hop. Tu as vu les ogres en Spearhead ? Alors à l'astre, je les ai vus, mais c'était sur une autre table que j'ai pas pu observer. Xero Jaeger qui fait sans être précis ou casser les NDA, les Cruel Boys sont-ils rigolos avec des pièges ou des trucs comme genre ? Oui. Alors pour être honnête avec toi, Xerox, bien évidemment, moi j'ai pas vu le codex. J'ai vu les index, c'est-à-dire que pour les Cruel Boys, j'ai eu ma feuille dans laquelle j'ai pu choisir au début de la partie. 2 choses, je rappelle, que ça soit sur la partie Spearhead ou la partie normale. Aujourd'hui, vous avez une carte qui est montrée dans la vidéo, je vous invite à regarder, et vous avez par exemple 3 améliorations et 3 traits de co. Et vous pouvez en fait 3 traits d'armée et 3 traits sur un personnage. En gros, c'est ça. Et en fait, au début de la partie, vous pouvez le choisir. D'accord ? Donc il y a une forme de rejouabilité aussi par rapport à ça. Tout ça c'est livré sur une carte. Donc en fait c'est très simple, vous dites je choisis celui-là, vous mettez un dé dessus, c'est à côté de votre bureau, et au pire vous le montrez à votre adversaire pour qu'il puisse savoir justement ce que vous allez jouer. C'est la même chose en 2000. En 2000 vous allez pouvoir choisir un truc et ainsi de suite. Par exemple tous les sorciers connaissent tous les sorts des domaines. Donc tu as une carte avec tous les sorts, et tu peux dire à ton adversaire voilà ce que je peux faire en plus de mon War Scroll. C'est beaucoup plus clair, beaucoup plus facile, c'est très très cool. Orc Sauvage en Spearhead, non, clean, ça j'ai testé, j'ai vu que les Cruel Boys. Je sais pas un SIA, mais j'ai vu que les Cruel Boys. Les géants Spearhead, oui. Alors ça sera que des maniteurs, mais ouais. Et j'en ai vachement parlé avec les game designers de ça en plus. Honnêtement, j'étais sans filtre, les gars. Je vous dis la vérité. Genre, à un moment, j'ai pu sortir tout ce que j'avais à sortir sur Age of Sigmar et ainsi de suite. Sur ok, vous faites ça, mais est-ce que vous trouvez ça normal, par exemple, que j'en sais rien, que un géant sans jeter un dé, il puisse juste mathématiquement gagner une game parce qu'il a mis son cul sur les objectifs, parce qu'il avait moins de pause que son adversaire. J'ai vraiment tout balancé en termes de frustration et ainsi de suite. Et à chaque fois, ils avaient des réponses, et c'était pas des réponses politiquement correctes comme j'ai pu avoir, par exemple, quand on m'a présenté la dernière Data Slate, où là, pour le coup, il y avait quand même un petit peu des réponses à la games. Là, non, tu sens que les game designers, putain, ils ont bossé et ça fait vachement plaisir. J'en sais rien si ça sera parfait, j'ai pas non plus mis 300 heures de test si tu veux. Mais en tout cas,
t'as envie de tester toutes les factions, la boîte elle est insane, franchement c'est un truc de malade. Vraiment j'insiste, c'est le meilleur produit de Games à sortie. Enfin, en fait c'est ouf à quel point j'en ai cette conviction, et il me semble jamais avoir un discours comme ça. Il y avait des belles boîtes, moi j'ai souvenir par exemple, c'était la première boîte qui m'a choqué, c'était la boîte, je sais pas si vous vous rappelez, la boîte de Dark Imperium. La boîte de Dark Imperium à Warhammer 40 000 où t'avais une faction de Primaris quasiment dans la boîte et une faction de Nurgle, enfin de Death Guard, c'était énorme comme boîte. Mais ça avait pas cette qualité de jeu. Vous aviez pas les cartes avec les stratagèmes, enfin vous aviez pas en fait tout le matériel de jeu aussi bien pour on va dire la partie match play avec l'équivalent du manuel général, et vous aviez pas ce format Spearhead avec 3 decks de cartes, un pour chaque joueur et un pour la table, avec les décors, avec ainsi de suite. Au contraire, on n'a jamais compris pourquoi est-ce que Game Workshop dans une boîte de base mettait moins de figurines et mettait des décors maintenant. Et ben en fait c'est pour pouvoir avoir un jeu autonome comme ce qu'ils vont faire ici, et c'est énorme. Alors Diana qui nous dit j'ai l'impression que c'est l'équipe AOS qui a lancé l'arc s'intéresser aux problèmes de règles qui vient des joueurs et chez Game Workshop. Chez 40K c'est encore un peu derrière. Non, c'est pas derrière, simplement comme 40K a plus de succès et a plus de complexité aussi, il faut être lucide par rapport à ça. Tu ressens des problèmes entre guillemets de deux vitesses. La partie on va dire Warhammer Community qui est sur les événements, qui prend le retour des gens, et la partie game design qui est peut-être un petit peu old school. Tu sens ce silotage au sein de la société. Là, comme c'est la même équipe qui fait ça pour AOS, ça change tout en fait. Dis-toi que le game designer principal, Mathieu Rose, il était à Atlanta pour les championnats du monde. Donc c'est un gars qui est sur le terrain, tu vois ce que je veux dire? C'est un joueur qui est respecté des compétiteurs. Par exemple, tu vois, il a parlé à Nicolas Tasson, notre champion du monde qui est français, tu vois, je rappelle, et qui jouera ce week-end en direct de Dallas, justement pour refaire la finale qu'il a fait à Atlanta en V3 en novembre dernier, pour la rejouer en V4. C'est énorme, ils vont jouer en V4 les mecs. Ça va être ce week-end, il faudra être là pour Nico, ça va être trop cool. Et donc, voilà, ces gens-là sont là pour ça. Et en plus de ça, ils ont clairement mis dans leur focus la partie Spearhead. Donc, t'as la partie AOS, et t'as AOS, on va dire matchplay, format 2000, et ainsi de suite, et t'as la partie Spearhead. Et les mecs, j'ai pas le droit de vous dire des choses, mais putain, ils se sont donnés de ouf. Tu sens que c'est des vrais, tu sens que c'est des bons, et ça fait plaisir parce que c'est rare. Toi qui dis, par contre, comment expliquer la différence d'équilibrage entre AOS et 40K? Mais en fait, mec, les deux jeux sont équilibrés de la même manière et les stats le prouvent. Maintenant, il y a des coquilles, c'est-à-dire que oui, en effet, l'orque qui sort et qui la première semaine est directement à 63% de win rate joueur, alors que t'es pas dans un green tide, bref. Oui, il y a des loupés au niveau des sorties des codex 40K. Mais au niveau des patchs, des data slate et ainsi de suite, le jeu montre qu'ils arrivent à avoir, on va dire, 90% des armées qui sont dans un mouchoir de 10% de taux de victoire. Donc les deux jeux sont très équilibrés. J'avoue que AOS a été plus stable que 40K ces derniers temps, et puis là on verra avec la partie Spearhead, mais voilà, c'est très cool. 40K est plus compliqué à équilibrer avec le tir, bien sûr, qui casse tout à tout, et je vais vous l'arrêter. Et c'est aussi pour ça que 40K aujourd'hui a une saveur qui est bien différente de celle d'AOS, qui moi me plaît plus, parce je trouve qu'aujourd'hui 40K a une profondeur qui est beaucoup plus intéressante de celle d'AOS. J'espère que ça va changer avec la V4, et ils ont rajouté des trucs qui fait que ça va changer. Le décor va être important à AOS. Enfin, la notion d'occultant, la notion de ce genre de choses. On ne sera pas sur une géométrie à la 40K, donc ça sera moins intéressant en termes de macro-gestion sur, je sais pas, le theory crafting de Tabletop Simulator et ainsi de suite. Mais en tout cas, tu vas avoir des vraies tables qui te permettent de t'immuniser au tir, de te cacher pour la magie. Vraiment, juste pas du Statammer, on va dire ça comme ça. Tu nous l'as bien vendu, trop hâte de voir ça, BZH. Mais je vous jure, le Forum Spearhead, c'est l'avenir, les gars. Mais j'insiste, c'est l'avenir. Bien évidemment que si on fait 300 heures dessus, on se dira peut-être, ouais, mais cette faction est un petit peu au-dessus. Bah, déjà, Game Workshop le saura et le rééquilibrera. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un engagement de la part de l'éditeur pour équilibrer ce format de jeu. Et en plus, oui, mais t'auras payé 100 balles ta boîte. Donc, finalement, si t'as mis 300 heures à te rendre compte qu'elle est un petit peu moins forte que l'autre, mais en fait, quelle passion aujourd'hui pour 300, quelle passion pour 110 balles te divertit pendant 300 heures. Et donc, on arrive enfin à mieux vendre notre hobby en se disant, bah, c'est accessible. Et c'est trop cool parce qu'aujourd'hui, on peine là-dessus. Rien à voir, pour 40K, vous avez prévu une review tôt? Ouais, ma carrière, elle sort demain à 11h. Elle est déjà tournée, elle a été tournée avec Moyashi, sélectionné en équipe de France, 2 sélections en équipe de France, et dans le pool des joueurs sélectionnables pour cette saison 2024. Kikistou qui fait, tiens, comment t'équilibres des boîtes fixes en termes de figues? Parce qu'il y a des mécanismes de rip-up, tu vois, par exemple, certaines factions peuvent revenir à la vie, d'autres non. Et en fait, c'est comme ça qu'ils vont les rééquilibrer. Elle va sortir quand, cette boîte? Elle va sortir donc pour le lancement de la nouvelle édition de Warhammer Age of Sigmar, la 4ème. On n'a pas encore la date. Normalement, ça sera entre mi-juin et mi-juillet, avec, j'imagine, 2 semaines de préco. Ginkoma qui nous dit, est-ce que au niveau du scoring de Spearhead de cartes, ça ressemble à Underworld? Ça ressemble à Underworld, non. Enfin,
Ça ressemble à Underworld dans l'aspect où en fait si, parce que tu as des objectifs qui ont des noms, donc numérotés indirectement, et en fait par exemple toi, ton objectif sur ce tour c'est de prendre cet objectif, c'est de prendre le centre de table, c'est de prendre les quarts de table. Enfin vous jouez avec 20 figurines, avec 10 figurines, vous devez faire les angles du champ de bataille, les quarts de table, les objectifs, c'est chambé de ouf, il y a une complexité avec peu d'unités, il y a des vrais choix à faire, et ça se joue au point près, c'est super intéressant. The Zigoto qui fait est-ce que la taille des armées évolue entre la V4 et la V3 moi j'avais vraiment peur de ça, j'ai pas le droit de... Alors moi j'ai pas joué, j'ai pas eu les coups en point, Game Workshop mais aiguillé par rapport aux figurines que j'avais pour faire une liste. Donc voilà, à ce moment-là, les coups en point n'étaient pas secs, pour te dire. Mais par exemple, tu vois, pour avoir affronté du Fire Slayer, je vais rejouer Fire Slayer en 4ème édition, ce que j'ai arrêté de faire en V3, parce qu'en fait, j'ai plus l'impression de jouer dans un petit format. J'ai l'impression de jouer 60-70 nains, et c'est ce qui me plaît. Donc oui, j'ai l'impression que les armées... Alors, j'avais posé la question au game designer, il m'a dit que ça dépendait des factions. Mais globalement, le jeu va moins tanker. Donc il y aura plus des plus 4 à la save. Donc en gros, comme les armées vont moins tanker, il y aura aussi plus de figurines sur le board. Donc on va revenir avec l'ancienne échelle du jeu de la 2ème édition qui moi, en tout cas c'est très personnel, mais moi je préférais les armées de la V2 que les armées de la V3. Je trouve qu'il n'y a plus assez de figurines et que la macro-gestion est moins intéressante. Donc voilà les amis, je vous abandonne ici. Merci beaucoup de m'avoir suivi. J'espère que ça vous a plu de redécouvrir, de découvrir ce que Game Workshop a montré hier soir. Je vais revenir avec vous de toute façon début de semaine prochaine pour voir un petit peu les lives qui auront été dévoilés, avec les reveals aussi de cette nuit, puisque je rappelle qu'on est sur les horaires américaines. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. C'était trop cool, je suis trop hypé, j'espère que ça vous a hype. S'il y a des gens qui veulent tout simplement commencer pour se préparer à l'édition, et c'est pareil, vous pouvez le faire. Vous allez sur le site de Game Workshop, vous mettez fer de lance, Spearhead, et en fait vous pouvez directement commencer à collectionner, à peindre vos figurines, ça sera les mêmes pour la 3ème édition. Donc vous pouvez prendre de l'avance et déjà ça c'est cool. T'es pas en train de se dire non mais attends ils vont peut-être changer mes figurines, me niquer un petit peu. C'est pas le cas, ils ont déjà montré les futurs Spearhead. Donc c'est trop cool. C'est sain, en fait c'est sain. Et on avait un peu perdu cette habitude là et c'est trop bien.